Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologique, collection fondée par Philippe Breneau et dirigée par Joël Bernat. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Dernière parution. Josiane Chauveaubringer, Thérapie d'enfant, un regard gestaltiste, 2022. Vicky Cuquierman, les troubles du langage dans la schizophrénie. Recherche actuelle et stratégie thérapeutique, 2022. Patrick Angeraou, l'adolescent et ses troubles, guide clinique et psychopathologique, 2022. Nicolas Sajus de Cocola, de la maltraitance à la résilience. Le désespoir dépassé, 2022. Thierry Nussberger, dire, les chemins psy. Du symptôme hostile, 2022. Jean-Paul Mwengengoie, la dépression chez les jeunes migrants subsahariens, 2021. Annick Bernabéo et Benoît Marceau, la psychose en résidence, hébergement et psychothérapie, 2021. Loïc Lerouge, dire, la numérisation du travail, enjeux juridiques et sociaux en santé au travail, 2021. Clément Rizet, étudiant en souffrance psychique. Une jeunesse déboussolée, 2021. Dominique Renier et Célia Vazcerniglia, approche psychologique de la crise et de l'urgence dans le contemporain, 2021. Catherine Delaprelle, la méthode des 3I pour les enfants à troubles du spectre autistique. Un éveil par le jeu, une nouvelle chance de développement, 2021. Abdelkader Benarab, de la médecine en général à la psychiatrie en particulier en Algérie, un échec programmé, 2021. Remerciements. Je remercie Madame Lucie Rodriguez, maître de conférence à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, pour ses précieuses indications bibliographiques et pour le temps passé à la lecture de ce qui fut d'abord un travail de recherche. Je remercie aussi l'association lyonnaise Mieux-être et Travail, d'avoir répondu à ma demande et de m'avoir permis d'interviewer des personnes en reconstruction post-burnout, avec une grande sincérité dans la narration de leur histoire. Je remercie enfin toutes les personnes croisées et accompagnées, au fil de ma carrière d'analyste du travail, autour de la problématique du burn-out. Elles ont indéniablement contribué à la découverte de la complexité de ce syndrome et à l'élaboration longue de ce travail. J'ai une pensée toute particulière pour messieurs Didier Gauchy et Gabriel Méchéry, sans qui tout cela n'aurait sans doute pu advenir de manière aussi individuée. Enfin, un clin d'œil à Takako, Kanae et Naoki. Bonne lecture. Le monde dans lequel nous pénétrons en naissant est brutal et cruel, et en même temps d'une divine beauté. Croire à ce qui l'emporte du non-sens ou du sens est une question de tempérament. Si le non-sens dominait en absolu l'aspect sensé de la vie, au fur et à mesure de l'évolution, disparaîtrait de plus en plus. Mais cela n'est pas, ou ne me semble pas être le cas. Comme dans toute question de métaphysique, les deux sont probablement vrais. La vie est sens et non-sens, ou elle possède sens et non-sens. J'ai l'espoir anxieux que le sens l'emportera et gagnera la bataille. Carl Gustav Jung. Avant-propos. Le présent ouvrage est adapté d'un travail de recherche universitaire, réalisé et soutenu en 2021. J'ai choisi de poursuivre ma réflexion autour de la question du lien entre santé psychologique et travail, après avoir publié un premier texte en 2015, qui m'a permis de poser plusieurs bases conceptuelles mobilisées aujourd'hui. Il peut donc à ce titre en constituer la suite évidente, et sans doute une étape de maturité. L'enjeu est de pouvoir faire un pas de côté pour comprendre de quoi l'épuisement professionnel peut être le symptôme, de quelle manière cette pathologie du travail contemporain peut être considérée comme un témoin des évolutions sociales et civilisationnelles qui frappent notre époque. C'est en tout cas la thèse défendue par cet ouvrage, qui tout en ayant fait le choix de n'être pas directement supporté par le partage de vignettes cliniques, a été largement alimenté par ma pratique professionnelle d'intervenant en prévention de la santé au travail et notamment d'accompagnant de personnes en burn-out tout au long de ces 10 dernières années. La pensée commence toujours par un étonnement, c'est le point de départ de cette analyse. À cette fin, 2 approches complémentaires constituent l'ossature de cet ouvrage. La psychodynamique du travail d'une part,
la psychosociologie des organisations d'autre part, étant entendu que toutes les deux ont la psychanalyse comme origine commune. Cette discipline est, comme le lecteur le découvrira, le corpus interprétatif préférentiel de ma réflexion. Introduction. Ce qui rend malade en vérité, ce n'est pas l'excès de responsabilité et d'initiative mais l'impératif de performance, nouvelle règle de la société du travail postmoderne. Le travail est une expérience émancipatrice. Constitutive de notre identité et de notre subjectivité, c'est aussi une expérience d'apprentissage de soi, des autres et du monde. C'est une expérience de culture, contribuant au développement du lien social. En ce sens, même si le travail comporte des moments difficiles où le réel résiste à la maîtrise, il reste une voie majeure vers le plaisir et plus encore, le renforcement de l'individuation. Les nouvelles pathologies du travail. Si le travail peut rendre heureux, nous savons aujourd'hui qu'il peut aussi rendre malade. La fin du siècle dernier a vu l'émergence, puis peu à peu l'omniprésence, du thème de la souffrance au travail, qui ne manque pas d'interpeller. En effet, les conditions de travail se sont globalement améliorées et une multitude de dispositifs techniques a rendu possible un certain nombre de progrès, contribuant ainsi à une protection inédite au fil des décennies. Or, une pénibilité nouvelle a progressivement vu le jour, impactant cette fois la psyché des travailleuses et des travailleurs. Cette souffrance, d'ordre mental, semble à première vue être causée par l'organisation du travail et ses formes nouvelles d'emprise. Ces nouveaux mots du travail se traduisent par des mots devenus familiers, car relayés abondamment par les médias, la presse spécialisée ou l'intervention des experts en sciences du travail. Dépression liée au travail, suicide au travail, workaholisme et burn-out. C'est le burn-out qui retient notre attention, d'abord en raison de la dimension spectaculaire du terme. Le terme anglais burn-out signifie en effet littéralement que quelque chose brûle entièrement à l'intérieur de l'être, consume toute énergie jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas un terme nouveau, puisqu'il a été formulé pour la première fois durant les années 70 aux États-Unis. Plus encore et par extension, la fatigue psychique au travail n'est pas non plus vraiment nouvelle, puisqu'elle a aussi fait l'objet de premières études en France dès l'entre-deux-guerres. Pour autant, il semble qu'il y ait comme un effet d'accélération autour de ce phénomène, aujourd'hui couramment diagnostiqué, au point même qu'il court parfois le risque de devenir une dénomination galvaudée, en étant utilisé à tort et à travers, souvent de bonne foi, parfois de manière instrumentalisée. Au point aussi qu'il devienne un marqueur symptomatique de notre époque, dont il serait le label banalisé, renvoyant à une organisation du travail pathogène devenue la norme et positionnant par la même occasion le sujet comme un individu passif, ne faisant que subir sans agir et qu'il faudrait extraire de conditions délétères. L'actualité du burn-out n'a en tout cas jamais été aussi brûlante. Il faut dire qu'il commence à y avoir péril en la demeure. Depuis l'explosion des risques psychosociaux, au début des années 2000, les effets de l'organisation du travail sur la santé n'ont jamais été aussi bien documentés et rendus publics, à travers de nombreux ouvrages, outils méthodologiques d'évaluation. Cela a contribué à accélérer la prévention, et le législateur a imposé un certain nombre d'obligations aux employeurs, face à des chiffres alarmants. Ainsi, le coût du stress au travail est évalué, chaque année autour de 3 milliards d'euros, estimation qui comprend le coût des soins, la perte de richesse liée à l'absentéisme, les cessations d'activité ou encore les décès prématurés. De leur côté, les troubles psychosociaux, autrement dit, la conséquence des risques non maîtrisés ou non contenus sont en hausse. Les études à disposition montrent en effet une progression. Leur reconnaissance comme maladie professionnelle est en augmentation. Il y a environ 20 000 affections psychiques liées au travail désormais reconnues chaque année, dont la moitié liée à des situations de mal-être au travail, soit une augmentation des apostrophes. Environ 200% entre 2016 et 2019, et plus de 1000 maladies professionnelles prises en charge au titre d'une indemnisation par la CPAM risque professionnel en 2019, soit une augmentation de 6% par rapport à 2018. Le monde du travail connaît une dégradation qui doit interroger. Cette évolution va de pair avec le constat d'une reprise de l'intensification du travail, constatée depuis la fin des années 2000, des rythmes de travail plus élevés, des cumuls de contraintes, des interruptions de tâches plus fréquentes ou des marges de manœuvre en diminution.
Il s'agit d'autant de facteurs cumulatifs qui contribuent à alimenter le malaise contemporain à l'œuvre dans le monde du travail. De son côté, l'Académie de médecine propose le chiffre de 100 000 personnes qui seraient, en France, en situation d'épuisement professionnel. L'Institut de veille sanitaire, INVS, estime pour sa part que le burn-out concernerait environ 7% des 480 000 salariés en souffrance psychologique liée au travail, soit plus de 30 000 personnes. Enfin, une étude d'un cabinet privé relaie le chiffre de 3,2 millions de salariés, soit plus de 12% de la population active, qui présenteraient un risque de burn-out. Au-delà des chiffres, la diversité des études dessine donc une tendance convergente. La souffrance au travail est bel et bien devenue, en l'espace d'une vingtaine d'années, un sujet de santé publique, dont le burn-out est sans doute la pathologie la plus représentative. Sa singularité réside dans son universalité, puisqu'il frappe une pluralité de professions dans diverses situations de travail, ainsi que dans son caractère destructeur, puisque celles et ceux qui en souffrent mettent en général plusieurs mois, voire plusieurs années avant de refaire surface. Est-ce à dire que le burn-out est le nouveau mal du siècle, un nouveau malaise emblématique du monde du travail contemporain? Nous proposons de porter un regard spécifique sur le burn-out, dans la mesure où nous le considérons comme un phénomène singulier qui, de notre point de vue, peut nous en apprendre beaucoup à propos du monde du travail d'aujourd'hui et plus encore, de l'évolution de notre société. Nous postulons à ce titre qu'il peut être considéré comme un nouveau malaise dans la civilisation, à condition toutefois de poser le problème de manière adéquate. Le burn-out, position du problème. Notre longue expérience d'analyste du travail a rendu possible de nombreuses rencontres avec des personnes en situation de burn-out. Leurs témoignages, l'histoire de leur souffrance jusqu'à la descente aux enfers et parfois, le récit de leur renaissance, a jalonné nos interventions en entreprise ou en institution. Ces rencontres ont aussi éveillé en nous une curiosité, une interrogation et un désir de comprendre comment des personnes de tous âges, de tous métiers ou de tous horizons socioculturels peuvent progressivement, au fil des mois et des années, se retrouver dans une telle précarité psychique, isolée, en détresse, et ressentir un mal-être tel qu'un jour, il ne devient plus possible de se lever pour aller travailler, souvent pendant très longtemps. Le burn-out nous apparaît ainsi comme un phénomène pas comme un autre, à la réalité complexe. Cette dernière se confronte d'abord à deux modalités possibles d'interprétation qui se font face. D'une part, l'interprétation qui consiste à proposer que le burn-out trouve sa cause dans l'histoire et les fêlures individuelles du sujet, voire la structure de sa psyché. Cette hypothèse, sans pouvoir être complètement écartée, en effet, à condition de travail équivalente, tout le monde ne décompense pas sous la forme d'un burn-out, ne nous semble pas suffire comme modèle explicatif, dans la mesure où l'explosion de cette nouvelle pathologie s'inscrit dans un moment anthropologique spécifique, comme nous aurons l'occasion de l'envisager. En outre, elle prend le risque d'exonérer tout chercheur autour de cette question, d'une exploration plus profonde des facteurs sociétaux, culturels ou organisationnels qui peuvent conduire à en expliquer ces conditions d'émergence. D'autre part, une interprétation qui consiste à proposer que les conditions et l'organisation du travail sont la cause unique du burn-out. Cette hypothèse, qui est sans aucun doute, au regard de notre pratique professionnelle, la plus évidente, n'emporte pourtant pas notre totale souscription. En effet, bien que l'organisation contemporaine du travail porte en elle les germes propices à l'explosion des cas de burn-out, nous pensons que celle-ci n'est que la modélisation d'une mutation plus grande qu'elle et qui se joue au niveau civilisationnel. De la sorte, nous pouvons avancer que le burn-out serait une pathologie de notre temps. Et plus que tout, une pathologie de l'idéal. De notre point de vue, il y a donc un enjeu à accent aigu psychologisé et plus largement, à déconstruire le burn-out, afin de le considérer au croisement du mental et du social, puis à l'interpréter comme un phénomène corrélé étroitement au champ social et au processus de civilisation. En ce sens, nous posons comme postulat de départ qu'il y a un risque à faire un lien d'évidence entre burn-out et maladie mentale, dans la mesure où cela peut conduire à ignorer la nécessaire dimension collective à travers laquelle il convient de le penser comme un moment de crise, par-delà le pathologique. Les aspects psychologiques de ce syndrome sont à comprendre comme la résultante des dysfonctionnements propres à l'environnement professionnel du sujet.
À ce titre, nous pouvons rappeler que le burn-out ne figure à ce jour dans aucune des classifications des troubles mentaux, DSM-5, CIM-10. Ces dernières présentent une catégorie dite des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, dont les critères peuvent recouvrir les symptômes du burn-out mais sans que celui-ci soit mentionné. Ainsi, en partant non pas de la structure psychique mais de l'environnement du sujet, nous postulons qu'il peut y avoir un phénomène d'enchevêtrement sur lequel nous allons nous pencher avec attention. Il convient dès lors d'envisager que le monde du travail n'est lui-même que le produit d'évolutions et de mutations qui le dépassent, et qui s'ancrent dans des mutations sociales plus profondes. Par ailleurs, nous faisons le choix de construire l'ossature de notre problématique et de conduire notre raisonnement en opérant à rebours de la pensée commune autour du burn-out. En effet, penser le burn-out revient la plupart du temps à s'intéresser aux symptômes qui le composent pour tenter d'en expliquer les facteurs. Cela ne manque pas, fréquemment, de limiter toute explication du phénomène à une interaction entre l'individu et son milieu, de dénoncer l'organisation du travail qui rend malade, tout en ne manquant pas non plus de relever que l'individu concerné possède sa part de responsabilité, car il s'est trop investi ou a manqué de recul quant à son travail. Notre choix diffère. Plutôt que de proposer une étude du burn-out en fonction des symptômes qui le caractérisent, nous proposons de regarder et de comprendre de quoi le burn-out lui-même est le symptôme. L'enjeu est donc de dépasser la tension entre le sujet et l'organisation, pour aller plus loin, faire un pas de côté et comprendre les conditions de la fabrication du burn-out, ce qu'elles disent des capacités nouvelles d'emprise de l'organisation sur le sujet, ainsi que du renversement dont il est le signe. À ce titre, nous souhaitons mettre à jour les 3 dimensions qui conditionnent l'émergence du burn-out, à savoir le terreau civilisationnel qui lui permet d'apparaître, le moteur organisationnel qui lui permet d'exercer son emprise idéalisante et le discours scientiste pervers qui lui permet de se maintenir. Nous choisissons tout au long de notre développement de désigner le burn-out sous son appellation francisée d'épuisement professionnel, dans la mesure où il restitue mieux, de notre point de vue, toute la densité de cette pathologie contemporaine. Il lève d'abord tout risque d'ambiguïté éventuelle en rappelant le caractère professionnel de la fatigue qu'il désigne, en arrimant ce syndrome à la sphère du travail. Ensuite, il met l'accent sur une dimension caractéristique, celle de l'épuisement, autrement dit le fait que le sujet concerné est vidé de son énergie psychique, comme sous l'effet d'un surrégime ou d'une sursollicitation. Ce que la psychanalyse peut dire de l'épuisement professionnel. Pour étayer notre problématique, tout au long de notre développement, nous proposons de mobiliser le large et foisonnant corpus de la psychanalyse, car nous pensons que celui-ci peut apporter les éclairages nécessaires à la compréhension de l'épuisement professionnel. Cette discipline présente de notre point de vue, de nombreuses clés qui doivent nous permettre de mieux cerner ce que l'épuisement professionnel dit de notre société. Son épistémologie et son anthropologie apparaissent comme des ressources insuffisamment exploitées pour penser ce phénomène contemporain. Enfin, il ressort que c'est la psychanalyse qui semble être la discipline la mieux placée pour penser ce phénomène, en se positionnant par-delà la notion de pathologie psychique, pour le regarder comme au carrefour d'une évolution des conditions de la subjectivation, induite par un processus de civilisation en mutation profonde, et de son instrumentalisation par l'organisation contemporaine du travail, à travers des dispositifs gestionnaires d'un nouveau genre. À ce titre, c'est par cette expression, organisation contemporaine du travail, que nous choisissons de désigner tout au long de notre développement l'entreprise du XXIe siècle, son cortège de nouveaux modes d'organisation et de gestion du travail, aux caractéristiques bien spécifiques, ses méthodes de management, ses outils d'évaluation, son discours de la rationalité instrumentale, son idéologie gestionnaire. Ils font, à notre avis, le lit de l'épuisement professionnel. L'organisation contemporaine du travail se caractérise par un certain nombre de transformations. Des logiques économiques, en lien direct avec la financiarisation de l'économie, des nouvelles technologies qui favorisent l'automatisation, l'information et le productivisme dans un contexte mondialisé, de la flexibilité, rebaptisée agilité, à la fois quantitative, abolition de la distinction entre temps de travail et hors travail, et qualitative, polyvalence et adaptation permanente au changement,
de la tertiarisation avec L', omniprésence de la notion de service, désormais associée à toute production, des standards de qualité, celles-ci désignées comme totales et certifiées, du management, enfin, au moyen de nouvelles méthodes de gestion, du métier aux compétences et d'évaluation du travail, quantitatives et orientées sur les résultats plutôt que sur le savoir-faire. Autant de pratiques qui maltraitent l'éthos professionnel. Nous considérons l'entreprise contemporaine comme un système socio-mental, c'est-à-dire un système qui a la capacité d'exercer une emprise sur le corps et la psyché, jusque dans l'inconscient. Ce postulat s'appuie sur les travaux de la psychosociologie d'inspiration psychanalytique, qui nous semble féconde pour mener à bien notre réflexion. Dans cette perspective, nous choisissons comme point de référence la description de l'organisation hypermoderne proposée par Pages, Bonetti, de Goljak et Descendre, qui figure une évolution majeure des modalités de production, reposant sur un certain nombre de paramètres exemplaires tels que l'intellectualisation des tâches, le rôle accru des sciences et techniques à tous les échelons de la production, la division technique du travail accrue et l'interdépendance des tâches, le changement et le renouvellement constant. À ce titre, elle se caractérise aussi comme le lieu autonome d'une production idéologique, d'une religion d'entreprise, articulée à toutes les pratiques de l'entreprise. Développement de l'emprise psychologique de l'organisation sur les travailleurs. L'emprise s'exerce au niveau inconscient et modèle en profondeur les structures de la personnalité. Par conséquent, nous pouvons dire que l'organisation fonctionne comme machine à plaisir et machine à angoisse. C'est l'organisation qui devient le lieu privilégié de l'identification, de la projection, de l'introjection. Dans l'organisation hypermoderne pour la première fois dans la vie économique, la dépendance psychologique se dépersonnalise et s'instaure à l'égard de l'organisation. De fait, l'inconscient investit non plus d'abord les personnes mais les structures institutionnelles. Cette acception parcourt notre réflexion tout au long de ces pages. Notre positionnement consiste à opérer une dépsychologisation de l'épuisement professionnel, afin de mieux l'analyser en tant que phénomène contemporain, en nous penchant sur ses conditions d'émergence, sur les effets qu'il peut produire dans le rapport du sujet à son travail et sur ce qu'il dit de l'évolution du lien social. La problématique qui guide notre travail vise donc à articuler plusieurs interrogations. De quoi l'épuisement professionnel est-il le symptôme ? En quoi vient-il interférer et remettre en question le lien spécifique que le sujet entretient avec son travail ? De quelle manière peut-il désigner un épuisement du processus de civilisation et une mutation sans précédent des conditions du lien social ? Enfin, à partir de tels changements, de quelle manière l'organisation contemporaine du travail s'y prend-elle pour exercer une emprise sur le sujet, au point de l'inscrire dans un mouvement régressif jusqu'à l'épuiser ? Pour étayer nos hypothèses, nous proposons de structurer notre développement autour de 3 moments distincts qui constituent les 3 piliers de notre travail, tous avec le même dénominateur commun, à savoir la psychanalyse. Tout d'abord, nous avons besoin d'une théorie du travail, afin de comprendre les liens qui unissent le sujet à son activité. C'est en comprenant les enjeux psychiques du travail que nous pouvons mieux cerner les parasitages occasionnés dans cette relation par l'organisation contemporaine du travail, et identifier les conditions de l'épuisement professionnel. À cette fin, nous convoquons la psychodynamique du travail, qui s'appuie très largement sur l'épistémologie psychanalytique et qui apparaît comme un socle incontournable pour poser le cadre de notre réflexion. Ensuite, nous avons besoin de définir de manière précise et contextualisée la notion d'épuisement professionnel. À ce titre, nous envisageons de modeler cette notion au prisme des travaux qui ont permis d'en donner une définition qui fait consensus, tout en resituant cette notion dans son cadre socio-historique et en la rediscutant comme pathologie. Cela nous conduit à convoquer de nouveau la psychanalyse pour aller au cœur de notre hypothèse, qui fait de l'épuisement professionnel le symptôme d'une mutation profonde du lien social et des métacadres qui le constituent, ainsi que d'une remise en question des conditions du processus de subjectivation. À ce titre, nous nous appuyons nécessairement sur la théorie du sujet telle qu'elle est livrée notamment par la psychanalyse freudo-lacanienne. Enfin, nous avons besoin de comprendre comment, de manière effective, l'organisation contemporaine du travail se mobilise pour embarquer le sujet au point de l'épuiser. De nouveau,
Nous nous appuyons sur quelques concepts clés de l'épistémologie psychanalytique, tels qu'ils sont retravaillés par la psychosociologie des organisations, car nous pensons qu'ils sont la clé pour comprendre le malaise nouveau dans lequel les travailleuses et les travailleurs sont plongés aujourd'hui et pour formuler les alertes nécessaires en vue d'en reconnaître les dangers. Nous souhaitons en particulier nous arrêter sur ce que l'épuisement professionnel dévoile, en tant que phénomène nouveau d'emprise et de domination, au point d'imposer une régression du sujet. Ainsi, notre position face au problème de l'épuisement professionnel pourrait se résumer comme suit. Démontrer qu'au-delà de la crise d'un sujet au travail, instrumentalisé par l'organisation, il n'est rien d'autre que le signe d'un épuisement de la civilisation. C'est dans une telle perspective que nous invitons le lecteur à nous suivre. Un travail, subjectivité et sperluette reconnaissance. Travailler implique de penser, d'imaginer, d'élaborer et de se confronter au réel. C'est une activité qui mobilise l'ensemble du sujet pour tenter d'atteindre un objectif déterminé, à savoir la bonne réalisation d'un objet particulier. C'est agir sur le monde, en réfléchissant à la meilleure manière de réaliser son activité. Comment la psychanalyse peut-elle s'emparer du travail ? Le lien semble en effet ténu. Si la psychanalyse évoque le travail, c'est d'abord dans le cadre de la pratique thérapeutique. Nous parlons alors du travail de deuil, ou du travail du rêve. En psychanalyse, le travail désigne donc avant tout un exercice intrapsychique et intime, révélé par la technique analytique, afin de mettre à jour la dynamique de la vie psychique du sujet et d'apprendre à se connaître. En revanche, peu de textes historiques du courant psychanalytique ont développé une pensée à propos du travail en tant qu'activité ou production insérée dans un contexte économique et marchand. Freud a bien évoqué l'art ou la recherche scientifique, mais il s'est limité à des activités finalement assez déconnectées des productions du travailleur moderne. Toutefois, il semble que la discipline psychanalytique ait son mot à dire sur le travail, à condition de considérer qu'il s'agit d'un acte qui engage la totalité du sujet et qui participe à la construction de sa subjectivité. Car c'est de cela dont il s'agit. À partir du moment où nous considérons une relation étroite entre le travail et le développement de la psyché, alors la psychanalyse peut se mêler du travail. Si nous considérons que le travail a à voir avec la vie pulsionnelle, si nous postulons qu'il peut être source de plaisir et de réalisation de soi par le vecteur de la sublimation, ou bien source de souffrance, comme en témoigne aujourd'hui de manière emblématique le syndrome d'épuisement professionnel, alors nous proposons que l'épistémologie et l'anthropologie psychanalytique puissent nous aider à comprendre ce qu'il se passe dans l'organisation contemporaine du travail, ainsi à expliciter les enjeux psychiques du travail dans la construction du sujet, comme condition d'une réalisation de soi dans le champ social. Notre réflexion à propos de l'épuisement professionnel ne peut pas avancer sans s'appuyer d'abord sur une théorie du travail pour en comprendre les ressorts. Le fait, ce que nous désignons par l'activité de travail. Le fait de travailler est un point d'appui central du processus de subjectivation qui permet à chacun d'entre nous de se construire, d'exister et de se développer comme sujet inscrit dans un rapport à soi, à l'autre et au monde. Elle révèle un nécessaire travail de culture propre à l'homme qui s'articule de notre point de vue, à partir d'une dynamique double, intrasubjective et intersubjective. Cette dynamique situe, selon nous, le travail au cœur même du processus de civilisation et donne des clés pour comprendre ce que le syndrome d'épuisement professionnel peut empêcher, ce qu'il déstabilise au plus profond du sujet et plus encore, d'où il vient. Par conséquent, il convient de poser certains jalons pour comprendre ce qu'implique le travail dans la construction psychique du sujet. Qu'est-ce du point de vue psychanalytique que travailler ? En quoi le modèle pulsionnel freudien est-il explicatif pour en comprendre les enjeux ? Comment expliquer, à partir de l'engagement total qu'il implique, que le travail puisse participer d'une manière aussi forte au développement du sujet ? Dans quelle mesure les mécanismes de la reconnaissance, autre vecteur fondamental dans la dynamique de subjectivation, peuvent-ils être mis en question et perturbés dans l'épuisement professionnel ? 1.1. Travail et subjectivation. 1.1. Subjectivité et sperluette centralité du travail. 1.1. Travailler, une épreuve de confrontation au réel.
La psychodynamique du travail propose un éclairage conceptuel intéressant pour saisir la relation entre travail et subjectivité, préalable selon nous à toute tentative de compréhension de l'épuisement professionnel, en mettant en lumière les enjeux psychiques du travail et la participation de ce dernier au processus de subjectivation. Cette discipline, dont le cadre épistémologique s'appuie largement sur la psychanalyse, montre tout d'abord que la souffrance, entendue comme effet premier de la résistance du réel à la maîtrise, est consubstantielle à l'activité de travail. Elle considère que, par essence, ce dernier est à la fois facteur de souffrance et de plaisir, comme les deux faces d'un même objet. Travailler, c'est toujours se heurter à un réel qui résiste, s'y cogner et vivre d'abord une expérience frustrante qui conduit à devoir nécessairement dépasser les procédures, normes d'action et protocoles pour effectuer le travail attendu. Autrement dit, à accroître son intelligence et son être. Le réel du travail implique un quantum de souffrance avec lequel le sujet peut composer, en tant qu'il constitue une part de la dimension psychosociale du travail. Cela peut être dépassé à la condition d'avoir les ressources pour contourner les difficultés, inventer, fabriquer de nouvelles manières de faire afin de construire son propre chemin vers les fins attendues. Cette évidence que dans le travail, le territoire ne ressemble jamais à la carte, incline à parler d'une sorte de normalité souffrante qui engage la totalité du sujet pour y faire face. Ainsi, le travail se définit par l'ensemble de la mobilisation subjective déployée par un sujet pour effectuer une tâche encadrée par des contraintes matérielles et sociales. On ne travaille qu'en engageant sa subjectivité, et c'est en raison de cet investissement que le travail est à la fois un vecteur fondamental de l'épanouissement de soi, mais aussi quand cela se passe mal, de vécus douloureux pouvant aller jusqu'à la déstabilisation de la santé. Il est essentiel de saisir que travailler, c'est toujours faire l'expérience du doute, de la peur, de la douleur, de la fatigue ou de l'échec. Il faut donc garder à l'esprit que c'est parce que quelque chose m'empêche de faire ce que je dois ou ce que je veux faire qu'il m'impose de faire des efforts pour le surmonter. C'est donc à cause de cette première expérience désagréable que je me mets au travail. Par conséquent, le travail est un rapport au réel qui ne se fait connaître au sujet que par l'expérience désagréable qu'il lui impose. La souffrance entendue à la fois comme épreuve et moteur de l'effort est donc intrinsèque au travail, qui a alors pour fonction de lutter contre cette souffrance initiale. Le travail est ce qui travaille le sujet dans le développement et l'avènement d'une subjectivité qui lui est propre. Par suite, il faut tenter de renverser le raisonnement spontané que nous pouvons élaborer autour du lien entre souffrance et travail, puis s'interroger sur l'énigme de la normalité. Comment celle-ci est-elle rendue possible et maintenue par le sujet, malgré les contraintes qui s'exercent sur lui et qu'il doit réguler en permanence? Pourquoi cela ne craque-t-il pas, plus souvent au regard des nombreuses situations de travail aux conditions délétères pour la psyché? La ressource se situe dans la capacité du sujet à être normatif, autrement dit à produire ses propres normes d'action en fonction du réel et pas uniquement à s'adapter. Il n'y a pas de santé stable au cours du temps, et l'état de bonne santé repose en fait sur le maintien d'un équilibre dynamique entre la souffrance et sa compensation. La santé au travail est invariablement un état provisoire, un équilibre entre des forces et des tensions. De fait, le sujet ne demeure jamais passif face à la souffrance. Qu'il parvienne à la subvertir, à travers un travail collectif de coopération et d'élaboration de règles d'action, constituant autant de jalons structurant le métier, facteurs de consolidation de l'identité et de satisfaction au travail, ou bien qu'il élabore des stratégies défensives destinées à la contenir faute de mieux, il demeure actif et mobilisé en totalité dans le travail à accomplir et les buts à atteindre. Nous en venons donc, une fois que nous avons cerné que le sujet normal au travail est un sujet qui parvient à contenir et à réguler la souffrance, à mieux comprendre qu'il y a des situations où la souffrance déborde. C'est le moment de la décompensation psychique, où plus rien n'est régulé et où nous entrons dans la psychopathologie individuelle, avec l'expression concrète des symptômes, comme dans l'épuisement professionnel. Nous pouvons avancer que la souffrance devient pathogène quand les conditions sociales et organisationnelles du travail empêchent les traitements défensifs individuels et collectifs de cette souffrance et quand ils barrent la dynamique de la reconnaissance. Il s'agit d'un point de départ majeur pour la suite de notre raisonnement,
car cela nous conduit à envisager que le travail contribue à façonner la subjectivité, en étant à l'articulation de dimensions individuelles et collectives. À ce titre, un élément est fondamental en vue de comprendre la logique de l'épuisement professionnel, en tant que syndrome d'un mal-être au travail. Il est à considérer comme la conséquence d'une entrave, d'une altération du processus de subjectivation. Le travail est en effet à cerner dans sa dimension expérientielle en nous confrontant à soi, à autrui et au monde. Il entrelace, selon nous, des développements intrasubjectifs et intersubjectifs. C'est ainsi que la rencontre entre un sujet et une situation de travail mobilise la singularité des modes de réaction individuels. En d'autres termes, la confrontation à la réalité du travail mobilise l'ensemble de la personnalité du sujet et est à l'origine de conflits qui surgissent à la faveur de la rencontre entre le sujet, porteur d'une histoire singulière, et les caractéristiques de sa situation de travail. Ainsi, en mettant l'accent sur la composante humaine du travail, l'approche en psychodynamique du travail conduit à donner du travail une définition précise. Le travail représente avant tout une expérience pour le sujet. C'est une expérience totale, en ce sens que travailler signifie être confronté à des prescriptions, des procédures, du matériel ou des outils à manipuler, mais aussi une hiérarchie, des collègues qu'il va falloir apprendre à connaître et à interagir pour remplir l'objectif de production. Cet ensemble d'activités suppose des actes, mais aussi l'activité de la pensée du sujet. Indéniablement, tout travail convoque psyché et soma, car l'exercice du travail s'accompagne inévitablement de la confrontation au réel, c'est-à-dire à ce qui résiste à la maîtrise et pousse le sujet à penser et agir autrement que ce que l'organisation du travail a prévu. Travailler revient donc à combler le décalage entre ce qui est prescrit et l'activité réelle. Cette mobilisation entière de la subjectivité est réinventée quasiment à chaque fois. Les connaissances et les savoir-faire appris sont parfois totalement remaniés au cours même de l'activité de travail et révèlent la part subjective du travail et son caractère vivant. Ce qui est désigné comme le travailler permet de mettre l'accent sur les processus psychiques sollicités dans le rapport avec le travail et qui ne peuvent être réduits à l'activité du temps de travail officiel. 1.1.1.2 Le travail vivant. L'approche psychodynamique considère le travail comme une activité participant à la construction du sujet en tant qu'expérience totale, car loin d'être pathogène, cette souffrance se trouve être à l'origine de la créativité et de l'ingéniosité individuelle. L'expérience du travail est donc avant tout une expérience affective, à travers laquelle il s'agit d'endurer l'échec et d'être en mesure de se familiariser avec le réel pour acquérir une connaissance par corps de la machine, de l'outil ou de la matière à traiter. Le travail peut ainsi être qualifié de vivant, car il renvoie à une implication active du sujet, en vue de réduire l'écart entre les prescriptions organisatrices du travail et le réel tel qu'il se présente. Parler de travail vivant est majeur dès lors que nous souhaitons l'interpréter au prisme de la psychanalyse. Cela signifie en effet que le travail est animé par une dimension énergétique, pulsionnelle, mobilisatrice. La centralité du travail dans la construction du sujet, véritable armature de la santé mentale, le mobilise tout entier dans la mesure où l'apprentissage du monde passe par le corps, avant d'être élaboré mentalement. Cela opère comme un déterminant de la personne car la rencontre avec le travail n'est jamais neutre, mais sollicite l'ensemble de la subjectivité, c'est-à-dire à la fois le corps et la pensée du sujet. Même s'il est courant de distinguer l'engagement du corps à travers la motricité de ce qui revient aux idées et à la pensée, cette distinction n'est pas opérante du point de vue de l'analyse du travail, ce qui conduit à défendre la thèse de la centralité du travail. Il devient alors évident que l'investissement subjectif du travail, comme les défenses mises en place, ne disparaissent pas une fois la journée de travail terminée. Au contraire, le travail continue d'infiltrer les pensées et parfois même les rêves de ceux qui travaillent. Cela établit une corrélation entre travail et santé mentale, le premier étant un facteur de construction ou de renforcement de la seconde, si les conditions sont réunies. Travailler, c'est avoir l'opportunité d'exprimer son intelligence. C'est faire l'expérience d'une double confrontation. D'une part au monde extérieur et d'autre part à sa propre intériorité,
ce qui conduit à faire de l'activité de travail la condition de possibilité d'une action modificatrice du réel, en même temps que de modelage et de développement de soi, accomplissant ainsi sa subjectivité. C'est agir sur le monde pour le transformer tout en se transformant, c'est créer et se créer, y faire œuvre. C'est un exercice vivant qui connecte l'histoire subjective et psychique du sujet à la réalité du monde auquel il se confronte. Notre définition du travail en fait l'expression d'un engagement subjectif majeur. De ce fait, cela fonctionne aussi comme une mobilisation du désir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.